Alors bonsoir à toutes et tous. Moi je voulais parler en premier parce que je savais qu'il allait tout dire, donc voilà, il a dit plein de choses, mais je vais quand même essayer de compléter utilement. Déjà je suis très très contente d'être là, et franchement, est-ce qu'on dit les Gangeois? Vous êtes impressionnants les Gangeois, les Gangeoises, il y a vraiment beaucoup de monde ce soir. Et je pense que c'est une démonstration de ce qu'a dit en partie Sébastien, c'est qu'on a besoin de lieux collectifs, on a besoin de lieux de résistance où il y a de la pensée qui peut circuler, où il y a des bouquins, où il y a des associations, où il y a des collectifs qui se mobilisent comme celui pour sauver la maternité. Bref, on a besoin de cette chaleur-là, et donc merci beaucoup à celles et ceux qui sont allés sur le marché pour prévenir de cette rencontre. Et puis merci évidemment à Sébastien de m'accueillir ici. Moi, je suis dans le cadre d'une tournée avec les camarades qui étaient députés dans le court mandat qu'on a vécu, donc 2022-2024. Camarades que nous voulons voir revenir à l'Assemblée nationale. Et donc, je viens ici pour que on ne tombe pas dans le désespoir, parce qu'il y a un truc dans un discours sur la montée de l'extrême droite qui est quand même un peu désespérant à la longue, et que c'est l'inverse, ils ont des faiblesses, on a des points d'appui, on a des choses qu'on sait bien faire, et je pense que l'organisation de cette soirée par exemple le montre. L'inverse ne serait pas possible, il n'y a pas autant de militants à l'extrême droite, enfin bref, je vais y revenir dans mon propos, mais tout ça pour dire qu'il me paraît important de ne pas trop se reposer sur nos lauriers, parce que les scores qu'ont fait l'extrême droite aux européennes, ils ont été... voilà, c'était un coup de massue pour beaucoup de militants, pour beaucoup de gens à gauche. Et puis il y a eu une campagne magnifique du nouveau Front Populaire. Ici, tu racontais toutes les personnes qui sont venues filer un coup de main. Dans tous les endroits où je suis allée, il y a des centaines de personnes qui sont venues filer un coup de main parce qu'elles étaient dans un endroit qui était plus gagnable, entre guillemets, qui était plus acquis à gauche. Et donc il y a eu ce moment de solidarité magnifique qui a fait qu'on a limité la casse. Je vais le dire comme ça. Parce que malgré tout, il y a 143 députés du Rassemblement national à l'Assemblée, et que c'est beaucoup trop. Et que on a perdu aussi des circonscriptions dans lesquelles, la dernière fois, on avait des députés insoumis, ou de manière plus générale, où on avait des députés à gauche, et qu'il est impératif de prendre le temps de la réflexion maintenant, et c'est à ça que sert cet ouvrage collectif, prendre le temps de la réflexion maintenant, pour repartir au combat, parce qu'il est possible que l'année prochaine, il y ait une dissolution à nouveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, quand tout repose sur la volonté de Macron et ses grands calculs stratégiques, on peut s'attendre à peu près tout. Et donc, il faut être capable, à tout moment, de repartir en campagne. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression que le micro vacille, mais... Ça va? Ouais, ça va, ok, bon. Je vais essayer vous me faites des grands signes si vous m'entendez plus tout d'un coup. Hein. Donc je suis là dans le cadre d'une tournée qu'on organise avec l'Institut La Boétie. J'en dis juste quelques mots. C'est la fondation qu'on a lancée en 2023, qui est à la fois un lieu d'éducation populaire et de formation. On fait de la formation pour tous les militants et militantes qui le souhaitent, et pour tous les gens, les sympathisants qui le souhaitent de manière générale. Et c'est un lieu aussi, je dirais, d'accueil d'universitaires, de chercheurs qui ont une pensée qui alimente de fait la gauche radicale ou la gauche de rupture que nous sommes, avec un lien qui s'était distendu. Et il ne suffit pas de demander à des chercheurs de signer une tribune pour la présidentielle tous les 5 ans. Il faut pouvoir se nourrir de tous ces travaux, notamment en sciences sociales. Et dans ce livre, il y a 18 contributeurs, contributrices. C'est sur la base d'un colloque qu'on avait tenu en décembre 2023, avec des choses, des contributions de très très bon niveau sur la question de l'extrême droite. Tu as parlé de Félicien Faury notamment, qui a lui-même écrit un bouquin, publié un bouquin cette année sur les électeurs ordinaires de l'extrême droite, et notamment... Et là, oui. Et donc il a fait une étude de terrain, une étude sociologique dans le sud de la France, et il nous a fait l'honneur de pouvoir contribuer à cet ouvrage. Donc on a pris à bras le corps la question de l'extrême droite, comment elle se structure, quels sont ses soutiens, quels sont ses points d'appui dans la société, quel est son électorat, et surtout pour en déduire des pistes stratégiques pour la combattre, et ne pas s'en tenir à des petites phrases un peu rapides dans les médias
qui peut-être font faire des articles, mais qui n'apportent pas grand-chose à la réflexion, et notamment à gauche, où si on a envie d'être sérieux, il ne suffit pas de se faire peur avec la montée de l'extrême droite, il faut aussi se prendre des temps de réflexion, des temps d'échange, comme on peut le faire ce soir. Et notamment parce que l'extrême droite, y a une contribution sur les groupuscules violents, l'extrême droite est fondamentalement violente. Elle est toujours liée aujourd'hui à des groupuscules qui agissent avec des méthodes physiquement violentes. Et pour beaucoup de gens dans ce pays, il y a eu une peur qui s'est emparée de nous pendant les européennes, je l'ai dit, parce que pour certains, ça veut dire l'extrême droite en roue libre dans le pays, ça veut dire des agressions verbales, des agressions physiques. Et je veux dire, il y a un danger qui est très... Si je fais comme ça... Il y a un danger qui est très tangible, voilà, qui est très fort et viscéral pour beaucoup de gens dans ce pays. Donc c'est une contribution sérieuse, ce livre. Je dis ça pour vous donner envie de l'acheter, hein, parce que je ne vais pas vous le résumer, ce serait trop facile, il faut que vous le lisiez. C'est une contribution sérieuse qui est un point d'appui, qui est critiquable, qui est débattable. Et l'intervention de Sébastien juste avant montre qu'il y a encore plein de choses sur lesquelles aller creuser. Tu fais partie, avec d'autres camarades d'ailleurs, de celles et ceux qui travaillent sur la suite, les prochaines échéances, comment on s'attaque à des endroits où on est moins fort électoralement. Bref, tout ça pour dire que on prend cette réflexion extrêmement au sérieux dans tout. Là, les camarades, ça va être un peu précaire à mon avis. Essaye avec mon micro. Ton micro, c'est celui-là? Non, mon lancette, on peut essayer. Alors, la première partie de mon propos, c'est sur la sociologie électorale de l'extrême droite. Qui vote à l'extrême droite aujourd'hui dans notre pays? Le but étant de déconstruire des idées reçues. Sébastien l'a abordé rapidement. C'est faux de dire les ouvriers en France votent Rassemblement National. C'est faux de dire les classes populaires votent Rassemblement National. C'est faux de dire les campagnes votent Rassemblement National. En plus d'être faux, c'est simplificateur à l'extrême et en réalité, ça annihile toute pensée qui permet ensuite de se diriger vers l'action et qui donne un minimum d'élan vers la suite. C'est faux de le dire et je veux dire que moi, je suis députée du Val-de-Marne, donc je ne fais pas du tout une tournée pour faire la leçon dans des territoires ruraux. D'abord, j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans dans les Deux-Sèvres, donc je vois à peu près ce que ça veut dire que de vivre dans des endroits où on est très dépendant de la voiture, par exemple. Mais par ailleurs, dans ma circonscription, j'ai été réélue dès le premier tour, ce qui n'était pas le cas la dernière fois, parce que la participation a énormément augmenté. Elle a énormément augmenté tout simplement parce que quand il y avait 60% d'abstention la fois précédente, autant vous dire qu'on a de la marge. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'entre 2022 et 2024, ce petit mandat, l'extrême droite dans ma circonscription, elle a doublé. Elle a doublé, alors certes, elle n'était pas haute, pas comme dans plein d'endroits ici, mais elle a doublé. Et donc ce qui veut dire qu'il y a quand même une dynamique qui est nationale, et ma circonscription, elle est 100% urbaine, 0% de terre agricole, elle est petite, peu étendue géographiquement, puisqu'en réalité c'est beaucoup des grands ensembles collectifs. Elle était industrielle aussi, parce qu'il y avait une usine Renault jusqu'il y a peu de temps. Elle était industrielle parce qu'il y avait des faïenceries, il y avait la Seine, et donc en réalité c'était un territoire qui pendant longtemps alimentait Paris en production. Et là aussi il y a eu de la désindustrialisation. Donc c'est pour dire que les territoires ont beau être différents, il y a des points communs. Et je pense que vous et nous, on doit avoir un taux de désertification médicale qui doit être à peu près le même dans les deux endroits. C'est-à-dire que c'est pas le même type de galère, mais pour aller voir un médecin, pour avoir rendez-vous avec un spécialiste, on est confronté à peu près au même délai d'attente et à la même difficulté pour accéder à des services publics. Tout ça pour dire que Sébastien l'a dit, mais non, il n'y a pas une France des tours qui vote automatiquement à gauche et une France des bourgs qui vote automatiquement à l'extrême droite. En plus d'être désespérant, vraiment, ça n'apporte absolument aucune piste d'action. Le facteur géographique, donc ce livre le montre, c'est une explication qui est nécessaire, parce que tu as décrit des phénomènes qui sont réels, je veux dire le rapport à la mobilité par exemple, aux villes-centres, le phénomène des intercommunalités, tout ça correspond à une réalité géographique du territoire, donc c'est une réalité nécessaire, mais qui n'est pas suffisante pour expliquer la progression de l'extrême droite. Il y a d'autres facteurs en compte,
Et je le dis d'entrée de jeu dans cette intervention, notamment la question du racisme, qui est absolument déterminante pour comprendre le vote à l'extrême droite, ce qui a des conséquences pour nous, ce qui veut dire aussi que sans un antiracisme conséquent, qui tient bon, qui ne met pas le sujet sous le tapis, on n'y arrivera pas. Parce qu'en réalité, mettre des sujets sous le tapis permet toujours aux projets réactionnaires d'être plus forts et de s'affirmer finalement. Et dans le bouquin, il y a un sondage d'une chercheuse qui s'appelle Nona Mayer, qui est une grande chercheuse en sociologie électorale en France, qui a montré que 82% des électeurs d'extrême droite s'autodéclarent racistes. L'autodéclaration, vous savez, dans les enquêtes sociologiques, c'est toujours sous-déclaré. On peut penser que ça n'est pas si simple que ça, que de se déclarer raciste. Et donc, c'est dire s'il y a, en un chiffre, hein, mais c'est détaillé dans le bouquin, mais c'est dire si c'est un déterminant absolument central. Un deuxième critère qui est important à comprendre, c'est Stefano Palombarini, dans sa contribution, qui l'apporte, qui dit que dans le vote vers l'extrême droite, il y a un intérêt pour le protectionnisme reproductif plutôt que productif. Reproductif, ça veut dire toute la sphère de la famille, de la sphère plutôt close, domestique, on va dire, contre reproductif, qui est la sphère du travail, de l'emploi. Et ça, c'est assez déterminant sur ce qu'on peut en déduire pour la suite, c'est que les rapports de production sont en fait assez peu déterminants dans le vote à l'extrême droite. Et donc, j'en viens à une deuxième assertion agaçante et fausse, c'est les ouvriers qui voteraient pour le Rassemblement national. Félicien Faury montre dans le bouquin que le comportement électoral majoritaire des ouvriers, c'est l'abstention aujourd'hui en France. C'est l'abstention. Après, il y a du vote à gauche et il y a du vote à l'extrême droite, c'est une réalité, mais c'est faux de dire les ouvriers voteraient toutes et tous à l'extrême droite. Et par ailleurs, il montre que les catégories sociales, si on peut les résumer comme ça, ce sont plutôt des catégories intermédiaires qui sont le socle électoral fondamental de l'extrême droite. Catégories intermédiaires, c'est des commerçants, des retraités, des employés, des gens qui en fait ont réussi à accéder à une certaine stabilité économique, c'est-à-dire qu'ils ont pu accéder à un emploi, ils ont des revenus, pas forcément très conséquents, mais ils ont des revenus. Ils ont pu accéder aussi à la propriété d'une maison notamment, qui est un déterminant assez important, et classes intermédiaires qui sont perçues souvent dans des endroits comme des leaders d'opinion, c'est-à-dire des gens qu'on écoute quand même. Quand on discute, quand un tel ou une telle qui est commerçant, que tout le monde connaît, finit par dire bah oui, la prochaine fois je voterai à l'extrême droite, ça a un effet d'entraînement, de libération en tout cas de la possibilité de voter à l'extrême droite. Et Yann Lelanne montre dans le livre que sur la question du travail, c'est plutôt un électorat qui a des positionnements antagonistes à des principes ou à des valeurs de gauche sur la question du travail, que serait la solidarité, l'entraide, la résistance sur le lieu de travail, plutôt des positionnements en réalité de droite, un certain discours sur l'assistanat, un certain discours sur la méritocratie, le fait de pouvoir s'en sortir individuellement, etc. Et donc, j'en passe par là pour dire que le portrait robot qui nous est dressé à longueur de temps dans les médias sur qui voterait à l'extrême droite est en général relativement faux, et qui, si on devait faire le même travail en miroir, l'électorat de la France insoumise par exemple, ou de la gauche de rupture, c'est plutôt des gens qui ont un niveau de diplôme plus élevé, tu l'as dit, c'est extrêmement important dans le rapport au monde et dans la façon dont il est structuré pour les individus, plutôt plus jeunes et plutôt plus pauvres en fait, plus précaires économiquement. Tout ça pour dire que je trouve que le propos que tu as eu sur les nouvelles victimes du capitalisme, ou la façon dont le capitalisme a muté finalement, et qui aujourd'hui en sont les grands perdants, est à mon avis une idée à avoir centralement en tête pour comprendre comment se structure l'électorat de l'extrême droite, autour de quelle dynamique d'exclusion en réalité. Ensuite, il y a la question du programme du Rassemblement national. On présente trop souvent le vote à l'extrême droite comme un vote quasi de dépit, quoi. C'est-à-dire, on a essayé tout le monde, maintenant on va voter pour Marine Le Pen, etc. Donc un vote de rejet. C'est en effet un vote de rejet, mais je trouve que c'est souvent quasi infantilisant que de considérer que les électeurs d'extrême droite n'auraient pas exactement compris ce qu'ils seraient en train de faire. C'est aussi, en réalité, un vrai vote de projet, d'adhésion à un projet, et notamment à un projet raciste. J'en reviens à la question du racisme,
Parce que, comme la compétition néolibérale entre les individus, tout ce que tu disais sur le fait que les individus c'est la guerre de tous contre tous, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde, on sait que c'est difficile, etc. Cette compétition néolibérale à l'extrême droite, elle n'est jamais remise en cause. Elle est prise comme un acquis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En gros, l'économie nous broie, mais ça, c'est une donnée du problème. Et ce qui est promis aux électeurs d'extrême droite, c'est de ne pas être les grands perdants de cette compétition entre les individus, en désignant un troisième groupe comme potentiellement étant les grands perdants, c'est-à-dire les personnes racisées, c'est-à-dire les musulmans, parce que je dis racisme, c'est racisme et islamophobie de manière très forte en France, donc étrangers, immigrés, musulmans, désignés comme responsables de tous les maux, c'est-à-dire l'insécurité, la fraude aux aides sociales, j'en passe, et donc une promesse que par... une apparence blanche, je vais dire comme ça, parce qu'en plus ça correspond souvent à aucune réalité dans les origines des personnes, mais les gens pourraient échapper au fait d'être broyés par ce rouleau compresseur du capitalisme qui de toute façon est inéluctable et auquel l'extrême droite n'apporte aucune solution et n'a pas l'intention d'en apporter. Je vais y revenir après. Hugo Paletta, qui est le sociologue qui a coordonné le livre, il parle d'un fatalisme de classe et d'un volontarisme raciste. Je crois que ça dit vraiment de manière très juste ce qui est en jeu dans l'adhésion au projet d'extrême droite. Pour le dire, parce que je pense qu'on est entre camarades, pour le dire aussi autrement, en réalité c'est le refus d'un clivage vertical que nous échinons à toujours réinstaurer entre les classes populaires et le peuple au sens très large et une classe possédante, élitiste et en réalité ultra minoritaire dans notre pays, pour mieux instaurer pour l'extrême droite un clivage horizontal cette fois-ci de division du peuple entre lui-même pour stigmatiser sur une base raciste ou antiféministe, etc. etc. Et donc, c'est le refus, finalement, la lutte des classes, et c'est pourquoi je te rejoins quand tu disais que il ne faut pas en rabattre sur notre programme et que bien au contraire, il faut réaffirmer ça comme étant central, cette ambition de rupture, d'en finir avec le système capitaliste. Ça ne peut pas effrayer, c'est la proposition d'un contre-modèle qui est la plus audible aujourd'hui. Je vous ai dit, je viens de vous décrire un petit peu quelles peuvent être les motivations du vote à l'extrême droite. Je veux dire aussi que l'extrême droite a des faiblesses et des contradictions que nous pouvons continuer d'exploiter. Je sais qu'il y a plein de gens ici qui ont déjà dû faire des campagnes et donc évidemment qui ont eu des discussions très longues pour essayer de convaincre. Et donc vous avez dû déjà percevoir certains des arguments que je vais donner, mais je le redis, la première de ces contradictions, c'est sur la question sociale. C'est absolument flagrant là dans l'automne budgétaire qu'on vient de vivre à l'Assemblée nationale, à quel point le Rassemblement national est à la rescousse de la Macronie en déroute, de manière, enfin je veux dire, il se cache même plus, c'est-à-dire on a des grandes déclarations dans l'hémicycle de députés RN qui sont là, il faut leur reconnaître ça, ils sont là, ils parlent pas tous, parce que sinon... ils pourraient dire des choses, à mon avis, un peu compliquées. Donc ils sont 3-4 seulement à parler, mais ils sont là pour appuyer sur les boutons. La Macronie, ils sont plus là, ils sont en vacances, ils sont je sais pas où. Ils se désintéressent en tout cas de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et les députés RN disent heureusement qu'on est là pour pas que le pays croule sous les impôts, que le nouveau Front populaire voudrait. La vérité, c'est ce à quoi ils s'opposent, ce sont des mesures de justice sociale. C'est la réinstauration de l'ISF, c'est le rehaussement de la flat tax, ce sont des mesures pour mettre à contribution les plus grandes fortunes qui se sont amassées de manière absolument démentielle sous la Macronie, dans le temps même où 90% de la population française s'est appauvrie. Et ça, ce lien au cadre néolibéral, cette adhésion à la protection des classes dominantes, en réalité c'est dans l'ADN de l'extrême droite depuis toujours. Johan Chapoutot, qui fait la préface du livre et qui étudie le nazisme et les mondes nazis de manière plus générale, montre très bien à quel point les élites patronales, financières, les grandes fortunes ont toujours trouvé absolument commode de s'allier finalement à l'extrême droite, qui est garante de leurs intérêts économiques. Et ça, c'est une contradiction quand même, parce que quand vous avez un discours dégagiste et à la fois que finalement vous êtes protecteur des classes dominantes et des classes possédantes, ça constitue une faiblesse dans les choix, notamment en termes de mesures
que vous pourriez avoir à faire. Et c'est exactement ce à quoi on a pu assister dans l'embrouille qu'ils ont eu autour de la question de la retraite, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux en réalité, où certains au sein de l'extrême droite sont venus à un moment sur une idée populiste, on va dire, populiste d'extrême droite, et donc plutôt défenseur de la retraite à 60 ans, et puis en fait une majorité d'entre eux qui ne trouvent pas les moyens de la financer, parce que quand vous voulez pas prendre aux très riches, il y a beaucoup moins de recettes à aller trouver dans ce pays, et donc sont sur une position tout à fait réactionnaire. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils laissent passer le gouvernement Barnier. Barnier, c'est la retraite à 65 ans, hein, voire plus, je veux dire, c'est la droite, très concrètement. Et donc là, on est dans une période, à mon avis, qui est intéressante en termes de révélation des contradictions sur le plan social de l'extrême droite et des intérêts finalement qu'elle défend. Deuxième faiblesse, c'est la question de la crédibilité programmatique. À nous, on nous demande toujours de faire la preuve que un autre monde est possible. C'est normal. Il ne faut pas qu'on se désespère de ça. C'est normal parce qu'on s'en prend aux fondamentaux du système. Donc évidemment, on nous fait le procès en manque de crédibilité permanent. C'est logique. À l'extrême droite, jamais. Alors que l'extrême droite a un programme qui est déjà fluctuant, je l'ai dit, au fil des élections, et puis qui ne prévoit aucune recette supplémentaire et qui donc est tout à fait inapplicable en l'état. Ce qui veut dire que les électeurs d'extrême droite auraient quand même beaucoup de surprises si jamais l'extrême droite devait accéder à quelques responsabilités, parce qu'ils n'ont aucun engagement, aucun contrat programmatique vis-à-vis de leurs électeurs. Et puis, dernière contradiction, faiblesse, c'est la question du manque d'implantation locale. Alors, je suis allée dans des coins où des camarades qui avaient fait des campagnes magnifiques avec du renfort, etc., m'ont dit... C'est désespérant parce que y avait pas la tête de la candidate ou du candidat sur l'affiche, on l'a pas vu, il a pas fait campagne, il a pas de militants, etc., etc. Et ça, c'est une faiblesse quand même pour la structuration et l'implantation de long terme, parce que on sait que ce que nous on a à faire, ça ne se fera pas en un claquement de doigts et que ça nécessite toutes nos forces et toute notre implication. Mais on peut constater que eux n'ont pas ça en face à nous opposer, ils n'ont pas de militants partout à envoyer sur le terrain pour convaincre, et que donc le travail de fourmi que nous on opère, ils ne sont pour l'instant en tout cas pas en capacité de le faire. Et par ailleurs, on voit aussi que le fameux plan Matignon de Bardella était une totale esbrouffe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts. Vous savez, Bardella, il a dit il y a quelques brebis galeuses à l'extrême droite. Je rappelle quand même qu'il y a une candidate qui portait une casquette nazie pendant ses vacances. Il y en a un autre qui a fait, je sais plus, il a fait un braquage. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, il y a tous ceux qui, n'ayant rien d'autre à dire que l'immigration est le problème, se cantonnent derrière le racisme des propositions dès qu'on leur laisse la parole et sont incapables de dire en quoi consiste le projet politique de l'extrême droite au-delà de ce ressort raciste. Ça, c'est une faiblesse qui me paraît extrêmement importante. Deuxième axe de ce que je voulais vous dire, c'est la question des responsabilités. Si aujourd'hui l'extrême droite est aussi forte en France, il y a des responsabilités à cela. Alors c'est pas un phénomène français, hein, c'est un phénomène européen, et puis tu as parlé, c'est un phénomène aussi qu'on voit beaucoup dans d'autres pays du monde, y compris avec l'élection toute récente de Trump évidemment. Mais en France, il y a des responsables qu'il convient d'identifier, le premier d'entre eux étant Macron lui-même. C'est-à-dire que le mandat Macron a permis l'installation très forte du cadrage idéologique de l'extrême droite. Et quand une force politique participe à flatter l'électorat réactionnaire, le bloc réactionnaire augmente électoralement. Je veux dire, c'est un peu bête de le dire comme ça, mais ça correspond à une réalité. Je me rappelle, 2017, ils étaient 8, ils étaient cachés dans un coin dans l'hémicycle, ils n'avaient même pas les moyens de constituer un groupe. 2022, ils étaient 89 pendant le mandat qu'on a partagé avec Sébastien. Et là, 2024, ils sont 143. Donc c'est dire le barrage qu'a représenté Emmanuel Macron, sous la forme en plus d'un chantage hyper cynique fait aux électeurs, qui repose sur un pari audacieux qui consiste à dire au second tour, les gens feront barrage, ce qui ne tiendra pas éternellement. Et ça, je pense qu'on le sait toutes et tous. Et donc, Macron et ses troupes ont une responsabilité absolument immense
dans la montée de l'extrême droite, sur la base d'un triple consensus. Le premier axe de ce consensus, c'est un consensus raciste. Quand la Macronie fait la loi immigration et que Marine Le Pen dit c'est une victoire idéologique de remettre en cause le droit du sol, c'est parce qu'elle le perçoit comme ça, parce que son programme est quasiment appliqué sans qu'elle en ait besoin. Le deuxième axe de ce consensus, c'est un consensus austéritaire. Là, c'est tout à fait affiché pendant ce budget. Ils préfèrent faire les 60 milliards de coupes dans les services publics plutôt qu'aller s'en prendre aux grandes fortunes et à celles et ceux qui pourraient permettre de financer ces services publics. Et le troisième axe, c'est un consensus autoritaire également. La Macronie qui a réprimé les gilets jaunes, qui a réprimé les manifestations pour la paix à Gaza, qui a réprimé les militants écologistes, a la même vision de l'ordre, pour citer notre nouveau ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, que l'extrême droite. Il se retrouve parfaitement dans la conception du rapport aux mobilisations, aux citoyens, au droit finalement d'exprimer des points de vue divergents. Donc, ça c'est pour dire à quel point aujourd'hui on est dans une quasi-fusion entre ce bloc central et ce bloc d'extrême droite. Deuxième responsabilité, c'est la boucle médiatico-sondagière, c'est-à-dire les 27 sondages sur 27 dont tu parlais pendant l'élection législative qui ont dit à longueur de temps l'extrême droite va gagner cette élection, l'extrême droite va gagner cette élection, avec des plateaux organisés dans les médias pour dire nouveau sondage, l'extrême droite va gagner cette élection, et nous qui arrivions pour ramer derrière en disant il y a une dynamique de campagne, tant que les gens ne sont pas allés voter, surprise, ils n'ont pas encore voté, on va convaincre, etc. Et où on a ramé, et où on peut imaginer qu'il y a un effet quasi performatif de cet effet de répétition, que oui, l'extrême droite est en tête, et donc un effet potentiellement de démobilisation d'une partie de l'électorat qui se dit ça sert plus à rien, ça a l'air tellement joué d'avance, et une partie d'adhésion par dépit de gens qui se disent c'est le plus gros bâton pour battre la Macronie. Donc, deuxième responsabilité très forte, les médias. Je vous fais pas le couplet sur la bollorisation, sur à quel point la captation par quelques milliardaires des médias et à quel point ils sont au service d'un agenda réactionnaire, à quel point ça infuse, notamment dans les chaînes d'information en continu. Je vous dis de vous procurer le livre parce que, notamment sur la question de l'utilisation des faits divers et la politisation des peurs sur la question sécuritaire, notamment les faits divers de proximité à côté de chez vous, ça a l'air dangereux, etc. À quel point ça a joué un rôle extrêmement important dans la progression aussi du Rassemblement national. Et puis, troisième axe de responsabilité, c'est le discours présenté comme une évidence sur l'économie dominante, sur le néolibéralisme et ce qu'il produit. Je fais le lien avec ce que tu disais, Sébastien, sur l'isolement, la rupture des solidarités dans le cadre du travail, l'ubérisation, les transformations du forme de travail et de résistance aussi finalement. Et Hannah Arendt disait que c'était lorsque les individus étaient atomisés et isolés que l'extrême droite s'installait le mieux au pouvoir, et quoi de mieux que le néolibéralisme et ces nouvelles formes de travail pour atomiser et isoler les individus entre eux. Et puis enfin, pour ne pas oblitérer le sujet, même si je ne sais pas exactement qui est dans la salle, mais un axe de responsabilité, c'est aussi le mandat Hollande, et c'est aussi la responsabilité d'une certaine gauche, parce que quand on se fait élire en disant « mon ennemi c'est la finance », et que finalement on amorce la destruction du code du travail, qu'il a fait la loi El Khomri, qu'il a fait la déchéance de nationalité, tout ça laisse des traces profondes dans un électorat qui aurait voté socialiste en pensant avoir une politique de gauche et qui se retrouverait avec ce résultat-là. De même que, je ne le fais pas peser que sur le mandat Hollande, mais de même que le non bafoué de 2005 est une blessure profonde pour beaucoup d'électeurs qui se sont sentis volés à ce moment-là. J'en viens à comment cet ouvrage peut être un outil politique pour reprendre des forces, continuer la bataille et in fine l'emporter, puisque c'est bien ça notre objectif à toutes et tous. D'abord, ces contributions en sciences sociales, elles permettent de stratégiquement se demander comment on fait campagne, qui est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on raconte. Trop souvent, on a le sentiment que en politique, on peut rapidement devenir un poulet sans tête, qui s'agite, mais qui ne sait pas dans quel sens aller. Et donc,
La première chose, c'est que ce que montre le bouquin en termes de sociologie électorale, que le pénisme s'inscrit réellement dans la continuité du macronisme en reprenant tout le programme économique. Nous, on l'a vécu. Je veux dire, ils votent concrètement, ils peuvent assumer leur vote contre le blocage des prix, contre l'augmentation du SMIC, contre toutes les mesures qui permettraient de mieux vivre. Et que donc, il est fondamental d'essayer de démobiliser l'électorat de l'extrême droite. Ça peut paraître un peu abrupt et dit comme ça, mais je veux dire, quand je parlais de l'arnaque sociale que représente l'extrême droite, il nous faut le répéter. D'ailleurs, à la France Insoumise, il y a un tract en ce moment qui dit le RN ment tout le temps et qui résume un peu les grands mensonges du Rassemblement national. Il nous faut continuer de le répéter et en répétant pour réinstaurer ce clivage vertical dont je vous parlais, redire qui se gave dans ce pays de façon aussi éhontée depuis quelques années désormais. La deuxième chose, c'est sur le programme. Tu en as dit un mot que je partage. Je pense qu'il faut continuer à travailler la crédibilité de la rupture. Il y a un affadissement de ce que le rêve capitaliste de suraccumulation du capital peut produire. Tu le disais, tout a été mis en place pour que la société de consommation grignote, qu'elle prenne de la place dans les esprits, dans les rêves y compris. Et nous, notre responsabilité, c'est de continuer à crédibiliser le fait qu'un contre-récit, une autre société désirable, est possible. Et donc, c'est pour ça que moi, c'est mes responsabilités au mouvement, le chiffrage, le programme, les plans de gouvernement. C'est pour ça que je prends ça très au sérieux, parce que je crois que les gens ont été tellement échaudés par des fausses promesses que nous, on a une responsabilité de montrer à quel point c'est possible. Et par ailleurs, en ne laissant tomber personne, je veux le dire parce que je crois que tu parlais par exemple de la bouvine, c'est ça ? Je pense que, moi je connais pas du tout, je suis pas de là, j'étais dans les Deux-Sèvres, je m'excuse, mais je pense que y a un truc qui est destructeur au possible, c'est une posture méprisante sur différents enjeux. Je pense que réellement c'est la responsabilité historique de la gauche que d'épouser des aspirations qui sont populaires. En l'occurrence, je ne connais pas du tout ce sujet, mais je te fais confiance pour le connaître bien mieux que moi. Je dis ça pour cet exemple que tu as donné. Je dis ça aussi pour la question de la propriété individuelle, par exemple. On peut penser que quand on est de gauche radicale, on est contre la propriété individuelle, avoir un rapport théorique ou pratique, y compris dans nos existences, chacune à ça. Il n'empêche que quand, après 40 ans où on a fait rêver les gens d'avoir une propriété individuelle, notre devoir c'est de se demander quelle solution de gauche pour que les gens accèdent à la propriété individuelle, s'ils le souhaitent. Et donc notre devoir c'est ça, notre devoir c'est aussi de se demander dans des territoires où de fait les transports en commun ne fonctionnent pas, ou y compris, bon, ils seraient à développer, mais tout ça prendrait du temps, etc. On ne peut pas demander aux gens de prendre un vélo et de rouler sur une piste cyclable. C'est notre devoir de nous demander concrètement comment on fait une écologie populaire qui permette aux gens d'accéder réellement au droit à la mobilité. Et ça, je pense qu'on a à continuer à travailler, par exemple, sur la question de la propriété et du rapport. Il y a des solutions de gauche, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que des mairies préemptent des bâtiments, ou en tout cas les acquièrent au fur et à mesure, permettent aux gens, pour la durée de leur existence ou pour une certaine durée, si jamais ils souhaitent 40 ans, permettent aux gens de posséder ce logement et puis que ça retourne dans la propriété collective après. Mais ça, il faut prendre le temps d'y réfléchir et pouvoir répondre à des aspirations qui sont bien réelles et qu'il faut considérer comme légitimes parce que de toute façon, elles sont là. Ensuite, il y a la question de l'implantation. L'implantation, je terminerai là-dessus, tu en as parlé aussi, et donc je pense que tu as dit l'essentiel, mais il y a l'implantation idéologique. On a mené une bataille idéologique très forte parce que les médias dominants ne nous faciliteront jamais la tâche. Donc créer nos propres médias, continuer ce qu'on fait avec l'Institut Labo ici, venir échanger dans des lieux comme ça. Et je pense que des lieux comme ça participent de cette bataille idéologique. Et puis il y a l'implantation très concrète aussi sur le territoire. Ouvrir des lieux comme ça, le local associatif qui est de l'autre côté et qui s'appelle justement comme ça et qui permet d'accueillir des associations, qui permet de faire vivre une vie culturelle, une vie collective de solidarité, de proximité. Il faut aussi évidemment
coller aux revendications quand elles émergent. Et c'est pour ça que j'ai trouvé admirable qu'il y a un petit mot sur la question de la maternité, parce que je veux dire, c'est pleinement nos combats. C'est un combat féministe, c'est un combat pour l'accès à un service public. Et donc, évidemment, nous devons en être, y compris permettre de les faire émerger. Dans ma circonscription, par exemple, on travaille à faire émerger des collectifs de locataires, parce que c'est une façon, c'est un gros bout du rapport au monde des gens, et notamment avec l'augmentation des charges, c'est extrêmement impactant pour leur vie quotidienne. Donc, à la fois accompagner des mouvements locaux de résistance quand ils s'organisent, et à la fois pouvoir les faire émerger. Et je termine avec la question des municipales, parce que je la pense absolument majeure dans le temps qui arrive. On est en train de s'y préparer, notamment à la France Insoumise, mais je pense que toutes les formations politiques sont en train de préparer ça. Nous devons avoir des représentants dans des exécutifs locaux. On ne gagnera pas les mairies partout, mais y compris 1 ou 2 conseillers municipaux. On sait que l'extrême droite a aussi procédé comme ça par capillarité électorale pour s'implanter dans des endroits. D'abord, elle a eu 1 ou 2 conseillers municipaux, puis elle a gagné l'exécutif local, puis une circonscription, puis des régions, parfois entières quasiment. Et donc, nous devons ne pas louper cette échéance de 2026 et pouvoir, et tu l'as dit très justement Sébastien, on est en train de travailler à ça, à des kits pour aider les camarades localement à concevoir des programmes qui soient réalistes par rapport aux moyens, parce que collectivité en ce moment c'est pas non plus la joie, hein, mais pouvoir dire ce qu'est une ville de gauche radicale, quelle que soit sa taille, avec les moyens qui peuvent être les siens en matière de régie publique de l'eau, tu en as parlé, la cantine bio locale, quand c'est possible en circuit court avec les agriculteurs du coin, avec cette volonté justement de remettre du lien entre des territoires qui de fait vivent une codépendance. Moi, dans ma circonscription, les gens vont travailler à Paris, ce sont des travailleurs de la seconde ou troisième ligne parisien, bien souvent. Ici, tu le disais, il y a des gens qui vont faire la route tous les jours jusqu'à Montpellier. Et donc, montrer comment géographiquement les petits projets municipaux qu'on va bâtir peuvent être enchâssés en lien de solidarité entre les différents endroits me paraît absolument fondamental. De toute façon, vous le savez, on se doit d'être en campagne permanente. Moi j'ai 33 ans, la progression de l'extrême droite sur rien que le temps de ma vie, je l'ai vu de manière absolument flagrante. Je me souviens encore de Le Pen à la télévision quand il est accédé pour la première fois. Donc je veux dire, il y a comme ça une reconquête de temps long à opérer. Mais en étant ambitieux, en ayant de l'énergie, évidemment, je pense que dès le mois de janvier, il y a une nouvelle campagne d'inscription sur les listes électorales qui va être menée par le mouvement. Et donc, j'imagine qu'ici aussi, et tu le disais, il y a encore plein d'endroits où il y a des gens qui ne sont pas entrés dans la compétition électorale, qui n'ont pas fait valoir leur voix aux dernières élections et qu'on a à aller chercher absolument pour leur dire que c'est toujours possible de bâtir un nouveau monde ensemble. Voilà. Et donc là, on va prendre un temps d'échange, des questions, des interventions, des remarques, vos témoignages. Et je vous remercie à nouveau d'être venus en nombre pour échanger avec nous. Là, ça marche, oui. Sur la première question qui a été posée, c'est-à-dire le rapport genré à l'extrême droite, on va dire, pour le dire très rapidement. En fait, en France, on a très longtemps eu un vote des femmes en faveur de l'extrême droite qui était beaucoup plus bas que le vote masculin en faveur de l'extrême droite. Et malheureusement, les deux proportions commencent à être équivalentes aujourd'hui. Et donc en réalité, maintenant, c'est quasiment plus marqué en fonction de si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme de voter à l'extrême droite. Ce qui est évidemment, comment dire, à mon avis, qui est quand même un point d'appui pour nous, c'est-à-dire que le combat féministe est un combat fondamental contre l'extrême droite. L'extrême droite, quand elle arrive au pouvoir, la première chose qu'elle fait, c'est s'en prendre aux droits des femmes, et notamment aux droits sexuels et reproductifs, la question de l'accès à la contraception ou la question de l'IVG, de la remise en cause de l'avortement. Et donc, j'estime que quand nous, on a mené la bataille pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution,
et qu'on l'a remporté, et qu'il y a eu un congrès et qu'on a modifié la Constitution en ce sens, on mène fondamentalement une bataille contre les réactionnaires et contre l'extrême droite dans ce pays. C'est un peu contre-intuitif d'ailleurs de se dire que quelques mois avant, on avait mis l'inscription de l'IVG dans la Constitution et qu'ensuite il y a eu un raz-de-marée d'extrême droite aux élections européennes. Donc c'est-à-dire que coexistent des aspirations différentes. Il n'empêche que, en effet, mener, à mon avis, ce combat féministe est un point d'appui essentiel dans la lutte contre l'extrême droite. J'essaye de répondre assez rapidement pour qu'il y ait plusieurs interventions possibles. Ensuite, j'en viens à, juste très rapidement, Sébastien en parlera davantage que moi, mais sur Vincent Tibéri, il a fait un colloque avec nous à l'Institut La Boétie, justement, il y a 2 ou 3 semaines sur ce bouquin, sur la question, sur son nouvel ouvrage sur la droitisation présupposée de la société. Pour ne répondre qu'en quelques mots et laisser Sébastien compléter, en fait il montre que cette droitisation vient du haut, mais pas du tout des aspirations populaires. Et j'ai essayé de rechercher, mais j'ai pas le sondage avec moi. Mais il y a des sondages, notamment qui ont été faits par l'ADEME, et qui sont très surprenants en termes de proportions, qui montrent par exemple qu'il y a 60 à 70% de gens en France qui pensent que le modèle capitaliste est incompatible avec la lutte contre le changement climatique et n'est pas désirable comme modèle de société. Donc, je veux dire, en socle idéologique pour un autre projet progressiste qui serait le nôtre, il y a une réelle possibilité, une réelle place pour nos idées en tout cas. Ensuite, très rapidement sur le nouveau Front Populaire, on l'a vu dans tout le pays sur le fait que le nouveau Front Populaire, ça a été ok les 4 organisations politiques qui ont réussi à faire cet accord, mais ça a été aussi une dynamique beaucoup plus profonde avec des organisations partenaires, avec des syndicats qui dans certains coins ont fait le travail de s'engager et d'appeler à des rassemblements dans cette campagne qui a été difficile et express, avec des associations, avec des collectifs selon les endroits qui s'étaient montés en fonction de tel ou tel projet. Il est clair que ça a très bien fonctionné pendant la campagne, y compris avec beaucoup d'inventivité, parce que chacun était très libre de ses initiatives dans une campagne aussi rapide, et qu'on n'a pas réussi à pérenniser un cadre qui permettrait de faire vivre cette pluralité, y compris qui était très riche et très puissante dans ce qu'elle amenait. On a fait des propositions qui n'ont pas été acceptées par tous les partis politiques. Je tiens le langage de vérité le plus absolu, c'est-à-dire qu'on a proposé qu'il puisse y avoir des assemblées Nouveau Front Populaire à la base, une coordination de l'intergroupe à l'Assemblée nationale. Pour diverses raisons stratégiques qui leur appartiennent, une organisation ou une autre a refusé ces différentes étapes de structuration. Donc il faut être lucide. Pour l'instant, on est dans cette situation. Il n'empêche que pour les prochaines municipales, il y a des discussions et que dans plein d'endroits, il y aura des discussions entre insoumis, écologistes et d'autres partis. On me coupe la chic, c'est de la structure. Et dans d'autres endroits, en effet, il y aura pas ce cadre Nouveau Front Populaire parce qu'on n'aura pas réussi à le pérenniser. Mais je veux dire, ayons conscience quand même que pour des manifestations, par exemple à Gaza, on sait qu'on va retrouver des camarades avec qui on a fait la campagne et avec qui on n'est pas forcément dans les mêmes organisations. Soyons lucides aussi sur le fait que, y compris à gauche, il y a des stratégies, des ambitions stratégiques qui sont différentes. Les organisations politiques n'ont pas les mêmes ambitions stratégiques, y compris quand on voit aujourd'hui les discussions au sein du Parti Socialiste qui sont compliquées et on leur souhaite bien du courage pour leur congrès, mais évidemment il y a une aspiration notamment d'une certaine droite du Parti Socialiste qui n'a jamais voulu du Nouveau Front Populaire et qui ne s'en est pas caché, y compris au moment de la campagne des législatives, qui n'en a pas été partie prenante et qui n'a donc pas changé d'avis sur ce point, et donc on peut au moins leur accorder le bénéfice de la constance dans leur refus, notamment d'un rééquilibrage en termes d'ambition programmatique sur le programme d'une gauche de rupture et d'une gauche radicale. Et on respecte cette opinion, mais il n'empêche que voilà la situation, pour le dire très rapidement, dans laquelle on est aujourd'hui.